Le matin du 15 janvier 1945, dans un camp de prisonniers américains situé au cœur de l'Alabama, Karl Heinemann, un ancien soldat de la Wehrmacht capturé en Normandie, et se tenait debout devant le bâtiment de distribution du courrier. L'air était glacé et humide, et la brume s'étendait comme une voile fantomatique au-dessus des barbelés. Depuis son arrivée quelques mois plus tôt, Karl avait appris à marcher avec prudence, à parler peu et à mesurer chaque geste pour éviter les conflits inutiles. Les journées étaient longues et monotones, rythmées par les appels, les corvées agricoles et les repas étonnamment copieux comparés à ce qu'il avait connu sur le front occidental. Avant qu'on ne reprenne, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touchait, assurez-vous d'être abonné, car demain je vous ai réservé quelque chose de vraiment spécial. Pourtant, ce matin-là, une surprise inattendue attendait tous les prisonniers, des lettres de la Croix-Rouge, acheminées depuis l'Allemagne. Les mots « Croix-Rouge » avaient toujours éveillé un mélange d'espoir et de scepticisme. Dans leur esprit, la guerre avait été une succession de promesses brisées et de propagande omniprésente, et aucun Allemand ne s'attendait à recevoir des nouvelles directes de sa famille, sortant à des milliers de kilomètres de Berlin ou de Hambourg. Lorsque les sacs de courrier furent déposés devant les baraquements, le silence s'abattit sur le groupe, les lettres étaient tachées, froissées par les milliers de kilomètres parcourus et par les contrôles militaires américains. Pourtant, chaque enveloppé représentait un fil fragile reliant un prisonnier à sa vie antérieure, à sa maison, à ses parents, à ses frères et sœurs, à des mondes qu'il avait cru définitivement perdus. Karl reconnut immédiatement l'écriture de sa mère sur l'enveloppe jaunie. Sa main tremblante s'efforça de déchirer le papier avec soin. Les autres autour de lui avaient des réactions variées, certains éclatèrent en sanglots silencieux, d'autres restèrent figés, incapables de croire ce qu'ils tenaient entre leurs mains. La logique militaire, le conditionnement idéologique et la propagande nazie leur avaient enseigné à considérer tout contact extérieur avec méfiance. Et pourtant, que simple morceau de papier renversé des mois, parfois des années, de certitudes. Pour beaucoup, c'était la première preuve tangible qu'ils n'étaient pas oubliés. En Allemagne, les villes étaient en ruine, les ressources rationnées, et la peur d'un avenir incertain pesait sur toutes les familles. Ces lettres, soigneusement censurées mais pleines de tendresse, représentaient un contact direct avec l'humanité, une ligne qui échappait aux logiques froides de la guerre. Pour Karl, les mots de sa mère étaient simples. « Mon fils, nous espérons que tu restes en bonne santé, nous prions pour toi chaque jour. Ici, nous faisons tout ce que nous pouvons pour tenir bon. » Cette correspondance créait un choc presque physique. Comment accepter que, dans un pays dont on attendait l'hostilité absolue, des procédures existent pour garantir le passage de ces lettres, pour maintenir un lien humain entre ennemis? Les prisonniers allemands avaient été préparés à la souffrance, à la faillite, à l'humiliation. La guerre leur avait appris que l'Américain était l'incarnation du danger, que ses intentions étaient toujours hostiles. Mais ce matin-là, la logique de la guerre se fissura devant une preuve simple et immuable. La famille et la compassion existaient encore, même au milieu du conflit. Les mots griffonnés sur le papier portaient un poids qu'aucun manuel militaire ne pouvait quantifier. L'ombre de l'endoctrinement s'est heurtée à l'irréfutable évidence que quelqu'un, de l'autre côté de l'Atlantique, pensait à eux comme à des êtres humains et non comme à des ennemis. Certains prisonniers, longtemps convaincus que l'Amérique était un désert moral, se miraient à relire et relire chaque phrase, à savourer le contact éphémère d'une réalité qui semblait trop douce pour être vraie. La Croix-Rouge, en tant qu'organisation neutre, avait respecté strictement les conventions de Genève. Chaque lettre avait été inspectée pour des raisons de sécurité, mais la censure n'effaçait jamais l'essentiel. Les messages contenaient des nouvelles des foyers, des histoires de villages, des préoccupations quotidiennes, des espoirs timides. Ces mots, simples mais sincères,
allant devenir une source de résilience pour des hommes qui avaient été arrachés à leur famille et à leur patrie. Dans les semaines qui suivirent, l'arrivée régulière du courrier modifia subtilement la dynamique du camp. Les conversations tournèrent autour des nouvelles des villes, des récoltes, des décès et des naissances. Les prisonniers partageaient avec prudence les informations qu'ils recevaient, créant un réseau fragile de communication et de solidarité interne. Même les gardes américains remarquèrent le changement d'attitude. Ceux qui avaient observé des jeunes hommes résignés et hostiles, se retrouvèrent face à des hommes, capables de sourires et d'une curiosité nouvelle, une humanité qui avait survécu aux batailles et aux blessures et à la propagande. Mais le choc psychologique ne s'arrêtait pas là. Les prisonniers durent réévaluer tout ce qu'ils croyaient savoir sur le monde extérieur. Si des lettres pouvaient passer librement, si des messages d'amour et d'inquiétude pouvaient traverser des océans, alors la rigidité de l'idéologie nazie semblait moins solide. Les concepts de loyauté, de devoir et de sacrifice prenaient un nouveau sens, loin de l'image héroïque et brutale enseignée par le régime. Karl se souvenait d'un moment précis. Il relisait une lettre de sa sœur, racontant les difficultés pour obtenir du charbon et du pain, et soudain, il ressentit une étrange combinaison de culpabilité et de soulagement. Les horreurs qu'il avait vues sur le front prenaient désormais un contraste inattendu avec ces fragments de vie domestique. La guerre n'était plus un concept abstrait, mais une réalité déchirante qui n'éteignait pas complètement la chaleur humaine. Et ainsi, dans la pénombre d'une baraque où le froid mordait les mains et où le vent sifflait entre les planchers, le simple acte de tenir une lettre entre ses doigts devint un événement d'une puissance presque sacrée. Ce matin de janvier 1945, pour Karl et ses camarades, marquait le début d'une transformation lente mais irréversible. La découverte que même dans l'adversité, l'humanité pouvait se frayer un chemin à travers les barbelés, les océans et la guerre. Au fil des jours, les lettres de la Croix-Rouge deviendront un élément central du quotidien dans le camp de l'Alabama. Les prisonniers les recevaient selon un calendrier strict, souvent 1 ou 2 fois par semaine, et chaque enveloppe était distribuée avec un mélange de cérémonial militaire et de curiosité silencieuse. Les responsables américains, conscients de l'effet stabilisateur sur le moral, respectaient scrupuleusement ces rythmes. Ils avaient compris que maintenir la discipline ne se limitait pas à l'ordre ou à la contrainte. La dignité humaine et le lien avec l'extérieur étaient des outils puissants de contrôle pacifique. Karl se rendait compte que l'effet psychologique des lettres était double. D'une part, elles offraient un réconfort tangible, des nouvelles de Berlin, des détails sur le quotidien de ses parents, des encouragements de sa sœur cadette. D'autre part, elles agissaient comme un miroir, reflétant l'absurdité des idées qu'il avait cultivées. Depuis son enrôlement, l'Allemagne nazie avait imposé une vision manichéenne du monde. L'ennemi était cruel, impitoyable, inhumain. Et pourtant, dans ces camps, à des milliers de kilomètres des combats, des hommes ordinaires recevaient l'amour et la solitude de ceux qu'ils avaient cru oubliés ou trahis. Chaque lettre contenait des indications précises sur la vie domestique, les rationnements stricts, les difficultés pour obtenir du pain ou du charbon, mais aussi la persistance de routines quotidiennes, la lessive, le marché, les visites à des amis ou voisins. Ces détails, apparemment triviaux, prenaient un poids symbolique extraordinaire pour des hommes qui avaient été confrontés aux horreurs de la guerre, bombardements, combats rapprochés, blessures et pertes. Ces fragments de normalité, portés par des mots simples, rappelaient à Karl que la vie continuait, que le monde extérieur n'avait pas entièrement sombré dans le chaos. Les historiens contemporains ont noté que l'effet des lettres de la Croix-Rouge ne se limitait pas au confort émotionnel. Selon des archives militaires américaines, les prisonniers allemands ayant reçu un contact régulier avec leurs familles montraient un taux de rébellion et de conflits internes inférieur à ceux qui n'en recevaient pas. Les lettres étaient un vecteur de calme, de contrôle volontaire sur la pensée et le comportement. Les hommes qui relissaient chaque mot, annotaient les phrases,
ou discutiant des nouvelles entre camarades, s'appropriant une forme de liberté mentale que le confinement ne pouvait effacer. Pour Karl, une lettre reçue fin janvier 1945 représentait un tournant. Sa mère y décrivait comment les voisins avaient aidé une famille dont la maison avait été touchée par un bombardement à Hambourg. Elle mentionnait les efforts collectifs pour cultiver des légumes, malgré les pénuries de grains et la persistance des rituels religieux, familiaux malgré les destructions. Ces détails simples mais précis transformaient en l'image qu'il avait de son pays. Il n'était plus seulement une nation en guerre, mais un réseau complexe de vies humaines qui luttaient pour survivre. La réception de ces lettres créait également une dynamique sociale et interne au camp. Les prisonniers partageaient leurs nouvelles avec prudence, mais aussi avec un sentiment de communauté. Les discussions portaient sur les rations, sur les changements dans le quartier, sur les histoires personnelles. Karl se lia d'amitié avec Hans, un ancien soldat de la Luftwaffe capturé en Italie, et ensemble, ils comparaient les lettres, échangeaient des conseils sur la manière d'écrire en retour. À la Croix-Rouge pour maximiser la censure, et s'assura que les messages passeraient. Ces conversations révélaient un paradoxe, dont on le conçut pour isoler. La communication avec l'extérieur renforçait la solidarité interne. Préparer et raconter cette histoire nous a pris beaucoup de temps, alors si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. La logistique de l'acheminement du courrier était une prouesse en soi. Chaque lettre était collectée en Allemagne par les comités locaux de la Croix-Rouge. Triée et envoyée par avion ou bateau jusqu'aux États-Unis, puis redistribuée par les postes militaires. Les délais variaient, certaines lettres mettaient 4 à 6 semaines pour arriver, d'autres jusqu'à 3 mois. Les censeurs militaires américains inspectaient systématiquement chaque message pour éviter la transmission d'informations stratégiques. Malgré cette précaution, les lettres restaient sincères et pleines d'affection, et chaque prisonnier savait qu'il tenait entre ses mains un fragment réel de sa vie antérieure. Un phénomène inattendu s'est produit. La lecture des lettres contribua à une réévaluation des croyances inculquées par la propagande. Karl et ses camarades avaient grandi avec l'idée que tout contact avec l'ennemi ou avec le monde extérieur corrompu était dangereux. Ils avaient appris que la loyauté envers le Reich exigeait la suspicion permanente, la haine envers les autres. Mais la preuve tangible que leur famille continuait de les soutenir, que des institutions neutres comme la Croix-Rouge garantissaient la transmission de messages, remettaient en question ces doctrines. La peur inculquée par les années de conditionnement idéologique commençait à céder devant une réalité. Simple mais irréfutable. Le monde pouvait encore contenir de la compassion et de la solidarité. Le contraste entre le camp et la vie allemande était frappant. Les prisonniers recevaient des repas réguliers, un lit chaud, des soins médicaux et désormais des nouvelles fiables de chez eux. En Allemagne, les civils luttaient pour survivre sous les bombardements alliés et le rationnement sévère. Aux États-Unis, des ennemis déclarés faisaient circulaire des lettres qui préservaient une ligne vitale. L'ironie n'échappait à personne. Pour la première fois depuis leur capture, Karl et ses camarades furent confrontés à la contradiction entre l'image idéalisée de la guerre et la réalité humaine de la vie quotidienne. Les psychologues militaires contemporains ont analysé ces phénomènes. Le courrier de la Croix-Rouge servait de médiateur entre le passé et le présent, entre la loyauté au pays et la reconnaissance de la réalité matérielle. Il permettait aux prisonniers de maintenir un lien affectif et mental avec leur identité, tout en développant une conscience critique des mensonges propagandistes. Ces double effets renforçaient à la fois la stabilité dans le camp et la résilience personnelle. Dans les semaines suivantes, les effets furent visibles. Les prisonniers, autrefois méfiants et silencieux, commencèrent à s'ouvrir légèrement. Les lettres étaient relues, commentées, partagées, parfois copiées pour que tous puissent profiter de la nouvelle. Les moments de lecture devenaient des rituels collectifs,
Des instants où le temps semblait suspendu, où la guerre disparaissa momentanément et laissa place à la simple humanité. Et pourtant, le conflit intérieur persista. La culpabilité d'être loin de la bataille, le paradoxe d'être traité avec soin par un ennemi qui tuait leurs compatriotes, et la confrontation avec la vérité de la vie allemande, créant une tension mentale constante. Chaque lettre recevait une poids supplémentaire. Elle rappelait la fragilité de leur existence et la complexité des loyautés. Karl, en relisant une lettre de son père mentionnant les difficultés pour trouver du charbon, ressentit une mixture de soulagement et de tristesse. La vie continuait, mais elle était irrémédiablement marquée par la guerre et l'isolement. Cette transformation psychologique, lente mais irréversible, allait préparer le terrain pour les événements ultérieurs, où la frontière entre ennemis et humains deviendrait encore plus flouée. Les lettres de la Croix-Rouge avaient ancré une fissure dans l'armure de l'endoctrinement, une ouverture par laquelle la réflexion, l'empathie et la conscience personnelle pouvaient pénétrer. Pour Karl et ses compagnons, chaque mot lui représentait une pas vers une compréhension plus profonde de leur situation, de leur rôle dans la guerre et de la nature même de l'humanité. Au printemps 1945, la guerre en Europe approchait de sa fin. Les Alliés avançaient inexorablement sur le territoire allemand et les bombardements s'intensifiaient sur les grandes villes. Dans le camp de Karl, le rythme des lettres continua de façon quasi rituelle, mais le contenu commença à refléter la gravité de la situation. Des récits de destruction, des manques criants de nourriture et des pertes dans la famille viendront compléter les nouvelles, plus légères sur les routines quotidiennes. Chaque courrier devenait un rappel cruel de la distance qui séparait les prisonniers de leur foyer, tout en consolidant la conscience de la réalité de la guerre pour laquelle ils s'étaient battus. Cette dualité d'une part l'affection familiale, de l'autre la souffrance à distance, eut un effet profond sur la psychologie des hommes. Les prisonniers prirent progressivement conscience que leur ennemi n'était pas un monolithe de cruauté, mais un peuple complexe et capable de bonté et de compassion. Les gardiens américains, les responsables du camp et la Croix-Rouge apparaissaient désormais comme des figures d'ordre et de respect plutôt que comme de simple surveillance. Les doctrines inculquées par la propagande nazie, qui peignaient le monde extérieur comme fondamentalement hostile, se fissuraient à mesure que les lettres confirmaient le contraire. Karl observa que ses camarades réévaluaient leurs croyances avec prudence mais constance. Certains, influencés par les récits de leur famille, commencèrent à critiquer ouvertement les décisions de l'État nazi, discutant des mensonges et des manipulations qu'ils avaient subies depuis leur adolescence. Cette lucidité, engendrée par le courrier régulier, fut un facteur clé dans le processus de désidéologisation. Les hommes comprirent que la loyauté aveugle à un régime totalitaire n'était plus une question de survie personnelle, mais une construction mentale qu'il fallait déconstruire pour se réconcilier avec eux-mêmes. Parallèlement, les interactions quotidiennes, dans le camp de travail, dans les jardins, les cours d'anglais, les matchs de football improvisés prenaient un sens nouveau. Les lettres donnaient un cadre affectif à ces expériences. Reflets d'une humanité persistante, intacte malgré la guerre. Les prisonniers commençaient à voir les Américains non seulement comme des surveillants, mais comme des partenaires dans une coexistence temporaire, une coexistence qui allait transformer leurs perceptions de la guerre et des ennemis. Un événement marquant survint en mai 1945, lorsque la nouvelle de la capitulation allemande parvint au camp. Pour beaucoup, la joie fut teintée de confusion et de culpabilité. Les lettres reçues quelques semaines auparavant, témoins silencieux de la persistance de la vie allemande, avaient préparé Karl et ses camarades à la réalité de la défaite. Les pertes étaient immenses, les villes en ruine, et pourtant, la vie continuait. La guerre n'avait pas effacé la capacité des hommes à ressentir, à aimer ou à maintenir des liens familiaux
et humains. Les semaines suivantes furent consacrées aux préparatifs pour le rapatriement. Les prisonniers se préparaient à quitter le camp, certains avec un sentiment de soulagement, d'autres avec une inquiétude diffuse. Retourner dans un pays dévasté et affaibli signifiait affronter la reconstruction, mais aussi intégrer les leçons d'une expérience qui avait profondément changé leur vision du monde. Karl se rendit compte que les lettres avaient été un pont entre deux réalités, celle de la guerre, dure et brutale, et celle de l'humanité, persistante et malgré tout. Le départ du camp ne signifia pas la fin de l'influence des lettres. Beaucoup de prisonniers conservèrent ces correspondances comme des reliques précieuses, des preuves tangibles d'une expérience qui avait bouleversé leurs convictions. Les archives montrent que certains continuèrent à écrire aux membres de leur famille via la Croix-Rouge, même après leur retour en Allemagne, cherchant à maintenir le lien fragile qui avait été leur ancre psychologique pendant la captivité. Dans une perspective historique plus large, l'expérience des lettres de la Croix-Rouge révèle un paradoxe frappant de la Seconde Guerre mondiale. Les programmes humanitaires, souvent considérés comme secondaires, face aux opérations militaires, joueront un rôle central dans la formation d'une mémoire collective et dans la réconciliation psychologique des soldats. La documentation de la Croix-Rouge, minutieusement conservée, illustre comment le respect des conventions internationales pouvait avoir des effets concrets et profonds sur la stabilité morale des prisonniers. Pour Karl et ses compagnons, le retour en Allemagne fut à la fois un soulagement et un défi. Ils retrouvèrent des villes en ruines, des proches meurtris ou disparus, et une nation à reconstruire. Mais ils portaient en une conscience transformée, la conviction que l'ennemi n'était pas un monstre abstrait, mais un être humain capable de bonté. Cette leçon, incarnée dans chaque lettre reçue, marqua durablement leur perspective et influença leur comportement dans l'après-guerre. En conclusion, la correspondance via la Croix-Rouge n'était pas simplement un échange d'informations ou de nouvelles familiales. Elle représentait un outil de survie psychologique, un vecteur de vérité humaine au milieu du chaos, et une leçon intemporelle sur le pouvoir de la communication, de la compassion et de la résilience. L'histoire de Karl et de ses camarades illustre que même dans les moments les plus sombres. Des actes simples écrire, envoyer, lire une lettre pouvant provoquer des transformations profondes, altérer les convictions idéologiques et rappeler à l'humanité sa capacité à persister contre toute adversité. Les lettres de la Croix-Rouge ont agi comme un catalyseur dans la remise en question des idéologies imposées par le régime nazi. En offrant un aperçu de la vie quotidienne en Allemagne, souvent marquée par les privations et les souffrances, ces correspondances ont révélé une réalité bien éloignée de l'image idéalisée, véhiculée par la propagande. Les prisonniers ont ainsi pris conscience de l'écart entre les discours officiels et la réalité vécue par leurs compatriotes. Pour de nombreux prisonniers, ces lettres ont servi de miroir, reflétant non seulement l'état de leur pays, mais aussi leur propre transformation. Elles ont permis une introspection profonde, amenant chacun à réévaluer ses croyances, ses valeurs et son rôle dans le conflit. Ce processus de reconstruction identitaire a été essentiel pour leur réadaptation à la vie civile après la guerre. Au-delà de l'expérience individuelle, les lettres ont contribué à forger une mémoire collective des événements. En partageant leurs correspondances, les prisonniers ont créé un réseau de récits personnels, enrichissant la compréhension commune des horreurs de la guerre et des réalités du régime nazi. Cette mémoire partagée a joué un rôle crucial dans le processus de réconciliation et de reconstruction nationale après la guerre. L'impact des lettres de la Croix-Rouge ne s'est pas limité aux années de captivité. Les récits de ces correspondances ont été transmis aux générations suivantes, influençant leur perception de l'histoire et des valeurs humaines. Ainsi, ces lettres ont joué un rôle dans la transmission d'une mémoire historique, essentielle pour éviter la répétition des erreurs du passé. L'hiver de 1944 s'installa sur les camps de prisonniers avec la régularité implacable d'une horloge militaire.
Les baraquements de bois, alignés avec la rigueur que l'on connaît aux bases militaires américaines, craquaient en soulevant glacé, mais à l'intérieur, une agitation nouvelle parcourait les couloirs. Les lettres de la Croix-Rouge, transmises de manière systématique depuis l'Allemagne, avaient commencé à changer non seulement la routine, mais aussi la perception même de la guerre et de l'ennemi. Les prisonniers, jusque-là enfermés dans un monde de propagande soigneusement orchestré par le Reich, découvrirent la fragilité de leurs convictions. L'effet initial fut celui de la surprise, voire de l'incrédulité. Beaucoup s'attendaient à ce que la guerre ait dévasté complètement leur famille, ou que l'État allemand fût présenté à travers des rapports propagandistes lointains et biaisés. Au lieu de cela, des pages soigneusement, écrites révélant des vies ordinaires, des enfants malades, des voisins mobilisés pour l'effort de guerre, des pénuries inattendues, et des familles qui vivaient dans l'angoisse quotidienne, tout en s'efforçant de maintenir un semblant de normalité. Pour nombre de ces hommes, la contradiction était bouleversante. Ils avaient été endoctrinés pour croire à la force absolue du Reich, mais leurs familles, par les mots transmis via la Croix-Rouge, semblaient vulnérables, humaines et exposées aux mêmes peines qu'humains. Les psychologues militaires américains, qui n'avaient pas anticipé l'ampleur de ces phénomènes, notèrent rapidement les changements comportementaux. Des hommes jusque-là repliés sur eux-mêmes, taciturnes et parfois agressifs, envers les gardes ou leurs compagnons de captivité, commencèrent à converser plus ouvertement, à partager leurs émotions et même à exprimer un chagrin qu'ils n'avaient jamais reconnu auparavant. Un rapport interne de la Croix-Rouge daté de janvier 1945 précise que la réception des lettres réduisait notablement les tensions dans les camps, améliorait la coopération et favorisait une meilleure discipline. Le simple fait de savoir que leurs proches survivaient ou qu'ils pouvaient communiquer avec eux apportait un soulagement psychologique qui ne pouvait être ignoré. Les lettres elles-mêmes reflétaient un éventail de situations contrastées. Certaines portaient des nouvelles tragiques, mentionnant la perte d'un parent au front ou la destruction d'une maison sous les bombardements alliés. D'autres décrivaient la résilience et l'adaptation, évoquant des jardins potagers improvisés, des marchés locaux toujours actifs, ou des initiatives communautaires pour soutenir les familles restées à l'arrière. Chaque lettre était un fragment de vérité qui confrontait le prisonnier à la complexité de la réalité, loin des simplifications idéologiques du régime nazi. Il n'était plus question de propagande uniforme. Le monde extérieur existait, tangible et contradictoire. À mesure que les semaines passaient, un phénomène plus subtil émergea, la transformation de la perception de l'ennemi. Les prisonniers, nourris d'idées de barbarie et de haine envers les forces alliées, commençaient à reconnaître l'humanité dans ce qui les entourait. Les gardes, souvent des hommes trop âgés pour servir sur le front, agissaient avec un professionnalisme sans cruauté excessive. Le contraste entre ces interactions et la brutalité que certains avaient connue sur le front était frappant. Les lettres reçues de leurs familles amplifiaient ces constats. Si les Américains pouvaient faire preuve de décence envers eux, et si les conditions de vie en captivité étaient raisonnablement confortables, alors l'ennemi absolu qu'on leur avait présenté était pu être plus nuancé qu'on ne l'avait cru. Le phénomène n'était pas uniquement psychologique, il était aussi social. Dans certains camps, des groupes de prisonniers commencèrent à organiser des activités, culturelles lectures collectives, discussions philosophiques, échanges de nouvelles et de lettres. Ces interactions, inspirées par les récits de leur famille et par le contact indirect avec le monde extérieur, favorisaient un climat de solidarité. On constata même que certains prisonniers s'engageaient dans la traduction des lettres, permettant à ceux qui ne maîtrisaient pas la langue de lire les nouvelles de leurs proches. Le processus créait une communauté intellectuelle et émotionnelle où l'information extérieure servait de ciment à une cohésion nouvelle. La dimension temporelle de ces échanges fut également cruciale. Le fait que la Croix-Rouge garantissait un flux régulier de correspondance signifiait que les prisonniers ne vivaient plus dans l'incertitude absolue.
Chaque lettre reçue agissait comme une confirmation de l'existence continue de la vie à l'arrière. Cette continuité contribua à stabiliser l'état mental de nombreux hommes, réduisant l'anxiété et la désorientation que l'isolement aurait autrement accentué. Dans un contexte de guerre où l'issue restait incertaine et où l'information officielle était toujours filtrée et manipulée, la constance de ces messages revêtait une importance inestimable. Au fil du temps, certaines lettres révéleront également des divergences dans la perception de la guerre entre la patrie et le front. Les prisonniers découvrirent que la vie en Allemagne était marquée par des difficultés pratiques, rationnement strict, bombardements, pénuries de carburant et de nourriture, déplacements forcés et perte de proches. Ces réalités contredissaient le récit de victoire et de force projeté par le régime nazi, créant un conflit cognitif qui provoquait chez beaucoup un questionnement profond sur le sens de leur engagement. Des journaux in Times, conservés après la guerre, montrant que certains hommes commenceront à écrire sur la guerre, non plus comme une conquête glorieuse, mais comme une série de choix difficiles et de pertes tragiques. L'effet cumulatif de ces lettres ne se limitait pas aux aspects émotionnels ou intellectuels. Il influençait également le comportement pratique des prisonniers. Certains devinrent plus coopératifs dans leurs tâches quotidiennes, comprenant que l'obéissance et la participation aux routines du camp pouvaient faciliter la réception et l'envoi de courriers. D'autres commencèrent à développer des compétences utiles pour leur futur retour à la vie civile, s'impliquant dans des activités éducatives et culturelles mises en place par les autorités américaines. La combinaison de l'information familiale et du contexte sécurisant du camp favorisa une adaptation plus rapide et une résilience accrue. Une dimension particulièrement intéressante concerne la manière dont ces lettres permirent de maintenir des liens transnationaux malgré le conflit. Dans plusieurs cas documentés, les prisonniers entretenaient une correspondance indirecte avec des voisins ou des amis de leurs familles, transmettant des messages de solidarité et d'entraide. Cette circulation de communication créa un réseau social inattendu, où les frontières géopolitiques et militaires étaient temporairement suspendues au profit d'une humanité partagée. L'idéologie qui séparait le monde ami et ennemi se fissurait face à la simple authenticité des échanges épistolaires. À l'approche de la fin de la guerre en Europe, les effets de ces lettres se firent encore plus sensibles. Et alors que les forces alliées avançaient en Allemagne et que le Reich s'effondrait, les prisonniers avaient acquis une compréhension plus complexe de la guerre, de leur responsabilité et de la réalité humaine derrière le conflit. Le choc initial, mêlé de gratitude, de doute et parfois de culpabilité, laisse place à une forme de maturité émotionnelle et de lucidité critique. Beaucoup purent ainsi envisager leur retour dans une Allemagne en reconstruction avec un regard renouvelé, conscient des erreurs du passé et des fragilités de l'expérience humaine. Les archives contemporaines de la Croix-Rouge témoignent de l'efficacité exceptionnelle de ces programmes de correspondance. Les lettres n'étaient pas de simples messages effectués. Elles constituaient un instrument stratégique et humanitaire, capable de réduire les tensions, de renforcer la résilience et de préparer les prisonniers à un futur incertain. En cela, elles illustrent l'impact concret de la communication humaine sur la psychologie en temps de guerre. Les historiens modernes considèrent ces échanges comme une preuve tangible que même au cœur d'un conflit brutal, la diplomatie humanitaire et la continuité familiale pouvaient produire des effets durables et inattendus. En somme, les lettres de la Croix-Rouge ne furent pas un simple luxe ou une distraction. Social et culturel qui transforma profondément l'expérience des prisonniers allemands. Elles rétabliront le contact avec la réalité, remiront en question les dogmes et permiront de reconstruire une identité personnelle et collective fragmentée par la guerre. Elle est illustrante, dans toute sa force paradoxale, le rôle des échanges humains au sein de la machine militaire, montrant que la guerre n'était pas seulement une question de stratégies et de batailles,
mais aussi de liens, de mots et de mémoire. La postérité de ces lettres s'est manifestée encore aujourd'hui. Dans de nombreux récits oraux et mémoires publiés après la guerre, les prisonniers évoquant ces lettres comme des points d'ancrage émotionnels, essentiels à leur survie et à leur humanité. Certains ont continué à correspondre avec leurs familles et même avec des anciens compagnons de captivité après leur retour, établissant des réseaux de solidarité transcontinentaux. Ces témoignages constituent un patrimoine précieux pour l'histoire sociale et psychologique de la Seconde Guerre mondiale, soulignant que même dans les conditions les plus extrêmes, la communication et l'humanité pouvaient façonner des destins et laisser une empreinte durable. Au printemps de 1945, alors que les forces alliées approchaient de Berlin et que la défaite allemande devenait inévitable, les camps de prisonniers aux États-Unis étaient encore loin de la libération. Les hommes, qui avaient passé des mois, voire des années, enfermés derrière des barbelés, ressentaient une impatience mêlée de prudence. Pourtant, une chose persistait avec constance. Le flux continu de lettres de la Croix-Rouge, apportant des nouvelles de l'Allemagne, des projets et des communautés. Ces messages, porteurs de mots simples mais puissants, avaient fini par structurer la vie quotidienne, donner un sens aux routines et renforcer un sentiment de continuité face au chaos mondial. Pour de nombreux prisonniers, ces lettres furent un guide moral et émotionnel. Elles offraient une perspective sur la réalité de la guerre et sur la souffrance quotidienne des civils, contrastant fortement avec l'endoctrinement militaire qu'ils avaient reçu. Certains écrivaient dans leurs journaux intimes que ces lettres constituaient une sorte de vérité tangible, un contact direct avec le monde extérieur qui leur permettait de se rappeler qu'ils n'étaient pas seulement des soldats ou des numéros de camp, mais des fils, des frères, des époux et des pères en puissance. Cette reconnaissance de leur humanité fondamentale représentait un tournant psychologique majeur. À mesure que les semaines se transformaient en mois, les lettres contribuaient à remodeler non seulement l'individu, mais aussi le groupe. Dans de nombreux camps, les prisonniers commencèrent à organiser des cercles de lecture où chacun partageait les nouvelles reçues. On discutait des conditions de vie en Allemagne, des pénuries, de l'état de la famille et parfois même des espoirs d'avenir après la guerre. Ces discussions créaient un réseau social interne qui renforçait la cohésion et permettait de gérer collectivement l'anxiété et l'incertitude. La Croix-Rouge n'avait sans doute pas prévu que ces lettres serviraient de catalyseur pour ce type de dynamique communautaire, mais les archives montrent clairement que ce fut le cas. Le contraste entre la vie à l'intérieur des camps et la réalité exposée dans les lettres avait un effet inattendu. Il produisait un espace de réflexion critique. Beaucoup de prisonniers commencèrent à remettre en question les récits propagandistes du régime nazi et à réévaluer leur propre rôle dans le conflit. Les récits de bombardements, de pertes humaines et de pénuries alimentaires révélaient l'écart entre la perception de la grandeur du Reich et les difficultés quotidiennes de ceux restés à l'arrière. Cette dissonance cognitive fut souvent douloureuse, mais elle permit aussi à certains hommes de développer une compréhension plus nuancée de la guerre et de ses conséquences. Ils apprirent à distinguer la propagande idéologique de la réalité vécue, une compétence intellectuelle et morale qui s'avérerait précieuse à leur retour en Allemagne. Les impacts émotionnels et psychologiques se mêlant à des effets pratiques tangibles. La connaissance des besoins de leur famille motive à certains prisonniers à participer plus activement aux travaux agricoles, à la maintenance du camp ou aux programmes éducatifs. Ces activités, auparavant perçues comme des obligations ennuyeuses, prenaient maintenant une dimension significative. Elles représentaient une forme de contribution indirecte au bien, être des proches est une manière de préparer un avenir post-conflit. Les lettres transformaient ainsi l'ordinaire en significatif, le quotidien monotone en un espace d'action moralement orienté. L'importance de ces correspondances dépassait la sphère individuelle. Historiquement,
Elles illustrant comment des réseaux de communication humanitaire pouvant avoir des effets de longue portée dans un contexte de guerre totale. Les historiens contemporains soulignent que la Croix-Rouge joue un rôle essentiel en maintenant la cohésion sociale et la résilience psychologique des prisonniers, contribuant indirectement à la stabilité du système de captivité. Cette approche contrastait fortement avec les pratiques observées dans d'autres théâtres de la guerre, notamment sur le front de l'Est, où la brutalité et la privation étaient systématiques. Les lettres constituaient donc non seulement un mécanisme de soutien individuel, mais aussi un outil stratégique de gestion de la population captive. Une dimension particulièrement remarquable de cette histoire concerne l'après-guerre. Les prisonniers libérés ramenèrent avec eux non seulement des compétences et des expériences, mais aussi des souvenirs profondément marqués par l'humanité qu'ils avaient rencontrée, directement et indirectement, via ces lettres. Certains témoignages recueillis dans les années 50 et 60 rapportant que des anciens prisonniers restèrent en contact avec les familles américaines qu'ils avaient rencontrées lors des travaux agricoles ou dans le cadre des programmes éducatifs du camp. Ces liens transatlantiques, nés d'une combinaison d'expériences concrètes et de correspondances continues, illustrent comment la guerre put, paradoxalement, engendrer des ponts durables entre anciens ennemis. L'effet des lettres se manifesta également dans la reconstruction personnelle et sociale et en Allemagne. Les hommes qui avaient été prisonniers et avaient reçu régulièrement des nouvelles de leur famille, revenaient avec une conscience accrue de la fragilité de la vie civile et de la nécessité de la coopération. Certains devinrent des acteurs clés de la reconstruction locale, transmettant les leçons de solidarité et de communication qu'ils avaient expérimentées dans les camps. Les lettres avaient, en un sens, semé des graines de humanité et de pragmatisme qui fleuriraient dans les décennies suivantes. Cette influence transparaît également dans la mémoire collective et la documentation historique. Les récits de prisonniers, complétés par les archives de la Croix-Rouge et les journaux militaires, fournissant une source inestimable pour comprendre l'expérience humaine de la guerre. La continuité des communications, la régularité des informations et la sincérité des messagers offraient un contrepoint vital aux documents officiels et aux propagandes de l'époque. Ces archives démontrant que l'histoire de la guerre ne se limitait pas aux batailles et aux stratégies militaires, mais inclut également les réseaux de communication, les relations humaines et les échanges émotionnels, souvent invisibles mais profondément structurants. Un autre aspect à souligner est la dimension morale de l'expérience. Les lettres de la Croix-Rouge possédent une question implicite. Comment traiter ceux qui sont à la fois ennemis et humains? Cette question traverse les années de captivité et continue à hanter certains anciens prisonniers après leur retour. Beaucoup témoignent de la complexité de leur ressenti, reconnaissance pour la décence reçue, culpabilité pour les pertes subies par les proches restés en Allemagne, et réflexion sur la nature de l'obéissance et de la responsabilité individuelle. Ces dilemmes éthiques illustrent combien la guerre transforme non seulement les sociétés, mais aussi l'individu, sa morale et sa conscience. Enfin, les lettres de la Croix-Rouge ont laissé un héritage durable dans la manière dont les historiens et le public comprennent la guerre. Elles montrant que même au cœur d'un conflit total, où la violence, l'idéologie et la propagande dominantes, l'humanité peut trouver des voies de résistance, des moyens de survie psychologique et des mécanismes de réconciliation. Les échanges épistolaires sont ainsi devenus un symbole de la possibilité de maintenir la dignité et la continuité humaine, même dans les situations les plus extrêmes. Ils rappellent que la guerre n'efface jamais complètement les liens familiaux, la compassion et la conscience morale. Lorsque les portes des camps s'ouvriront en fin 1945, les hommes qui avaient passé des années à attendre espérèrent et lire les lettres, sortiront transformés. Certains reviendront à des villages détruits, à des familles faibles mais vivantes. D'autres trouvèrent des villes intactes mais changées par la guerre. Partout, la mémoire des lettrés reçus demeura comme une balise émotionnelle et morale,
On rappelle que même dans les pires conditions, l'humanité pouvait perdurer, traverser les océans et survivre aux conflits. Les récits individuels de ces prisonniers continuèrent de résonner dans les décennies suivantes, servant de témoignages sur la force de la communication, la résilience psychologique et le pouvoir des liens humains. Ainsi s'achève l'histoire des lettres de la Croix-Rouge pour les prisonniers allemands aux États-Unis. Une histoire de choc initial, de transformation progressive et de résilience durable. Elle illustre que, même dans le cadre strict et discipliné des camps de prisonniers, la parole et l'échange humain peuvent produire des changements profonds, non seulement dans la perception de l'ennemi, mais aussi dans la construction de l'individu, sa mémoire et sa capacité à reconstruire un monde après la guerre. Ces récits, à la fois intimes et historiques, rappellent que l'expérience humaine restait au centre de toute guerre, et que la véritable victoire peut parfois se mesurer non pas en territoire conquis, mais en humanité préservée et transmise. Même après leur retour en Allemagne, les prisonniers allemands qui avaient reçu régulièrement des lettres via la Croix-Rouge portaient avec eux un souvenir durable de ces échanges. Ces missives n'étaient pas de simples nouvelles, elles étaient des fragments de normalité, des liens vers une vie qu'ils avaient laissée derrière eux et qui semblaient parfois irréels. Beaucoup décrivaient dans leur mémoire comment chaque enveloppe apportait un mélange d'émotions, soulagement de savoir que leur famille survivait, culpabilité d'être loin du front, et étonnement face à la capacité de communication de la Croix-Rouge dans des conditions de guerre extrêmes. Ces lettres jouèrent un rôle essentiel dans la reconstruction personnelle. Pour certaines, elles furent une source de motivation pour poursuivre des études, apprendre de nouvelles compétences ou s'engager dans des projets communautaires après la guerre. Les récits de ceux qui avaient lu avec attention chaque mot révélant un effet psychologique profond. Un rappel constant que malgré la violence et le chaos, les liens familiaux et humains persistaient. Les prisonniers, qui étaient devenus lecteurs assidus de ces lettres, témoignant également de la manière dont la patience et la régularité des envois offraient une structure temporelle dans des années marquées par l'incertitude. Sur le plan social, ces expériences permirent à certains anciens prisonniers de créer des ponts avec l'ancienne population américaine. Des lettres échangées avec des familles rencontrées dans les camps se transformèrent en correspondances durables, donnant naissance à des amitiés transatlantiques. Ces relations témoignant de la capacité de l'expérience humaine à dépasser les barrières de l'idéologie et du conflit. Enfin, l'histoire des lettres de la Croix-Rouge reste un témoignage poignant de l'importance de la communication et de la compassion en temps de guerre. Elles rappellent que la guerre, malgré sa violence, n'éteint jamais complètement la possibilité de maintenir l'humanité et la dignité. Elles illustrent aussi un paradoxe historique, des hommes à la discipline militaire et au nationalisme, strict ont pu retrouver leur humanité non par la bataille, mais par la lecture de mots écrits à la main, porteurs de vie et d'espoir. Ainsi, ces lettres symbolisent un aspect souvent oublié de la Seconde Guerre mondiale, la victoire de la résilience humaine, de la patience et de la capacité à maintenir le lien familial et social, même derrière les barbelés. Elles restent un exemple intemporel de la manière dont de simples mots peuvent façonner la mémoire et la reconstruction de vies bouleversées par la guerre. À suivre, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent juste à l'écran. Si celle-ci vous a plu, ne passez pas à côté des prochaines. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.